Bienvenue à mon podcast « L'histoire du rock vue par ». Ce soir, épisode 27. Mon invité, Paul Gagnon. Paul, bonjour. Salut Serge, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui. Good. Merci d'avoir accepté mon invitation. Plaisir. Dans le fond, on va faire un petit... On va expliquer aux gens comment on s'est rencontrés. C'est un peu spécial. Dans le fond, tu restes tout près de chez nous, à peu près à 100 mètres. Je te connaissais pas, tu me connaissais pas. À un moment donné, moi, une vieille connaissance que je salue actuellement, Éric Jacques, qui fait une publication sur Facebook, puis qui dit, Éric est impliqué depuis longtemps dans un projet avec le défunt studio Moronites, le studio d'André Perré. Puis il raconte dans sa publication, ça fait peut-être 2 ans de ça à peu près, là, j'ai ramassé des morceaux de bois du plancher, puis j'ai amené ça à un gars de Chambly, il va fabriquer un snare avec ça. Il y a un gars de Chambly qui fait des snares, premièrement. Bref, faire une histoire courte, j'apprends-tu pas que c'est toi le gars en question, puis que tu fabriques ça chez toi, à 100 mètres de chez nous. Fait que tout de suite, j'ai eu le goût de t'inviter, puis on s'est rencontrés, puis... c'est ça, tu fabriques des drums. On va en parler un peu plus tard. Ta compagnie que tu as partie avec ta femme Marie s'appelle Mad Cat Drum, c'est bien ça? Exact, oui. Donc, ça, on va en parler un peu plus tard. Mais d'abord, j'aimerais ça qu'on fasse ton histoire du rock. Me parler un peu, toi, comment tu as découvert ton rock, t'avais quel âge, puis c'était quoi les bands qui t'ont allumé, là? OK. Moi, comment j'ai découvert mon rock, c'est... on avait déjà parlé, là, mais moi, j'avais une soeur plus vieille, tu sais, 3-4 ans. Exact. OK, 3 ans et demi. Fait que, tu sais, dans les âges de l'adolescence, ça paraît beaucoup. Mettons, moi, elle a 15, moi, j'ai 12. Exact. Fait que, elle arrivait, elle, toujours avec des nouveaux bands, là. Dans ce temps-là, c'était bien Guns N' Roses qui avait starté. Ouais. Fait que là, on écoutait ça, là, November Rain, puis toute la patente. Puis avec Musique Plus, ils écoutaient ça. Ils trouvaient les gars beaux, bien évidemment. Nous autres, on trouvait la musique qui était intéressante. Puis après ça, c'est les fameuses cassettes qu'on se faisait là avec la radio et tout, là, qu'on entendait l'animateur de radio parler à la fin de notre tune. Je sais pas si tu viens de ça. Oui. Moi aussi, j'enregistrais. Là. Ouais. Après la pause, on va passer telle nouvelle tune. C'est ça, il nous là, on coupait ça. l'a enregistré. Là. Ouais. Des fois, il nous manquait le début. Des fois, il nous manquait la fin. Mais des fois, il se mettait à parler avant la fin. Là, fait que là, on venait un peu... C'était un peu plate, là. Mais c'était une autre époque, là. Tu sais, Spotify, puis YouTube, on est ailleurs. Tu sais, fallait travailler là, pour avoir des tunes. Tout à fait. Ouais. Mais là, tu nous racontes, tu avais 12 ans à peu près, là, Guns N' Roses, mais quand on s'est jasé, je te ramène là-dessus. Plus jeune que ça, tu as découvert les Beatles puis les Stones. Oui, absolument. Oui, ça, c'est ça. T'avais quoi, 8-9 ans peut-être? Oui, là, c'était un de mes amis que ses parents, c'était des vieux hippies. Les CD venaient de sortir. Ouais. Il s'était acheté ça, puis il s'était acheté les deux, là, l'album bleu et l'album rouge des Beatles. Exact, les classiques. Puis un double des Doors. Ouais. Puis un ou 2 albums des Rolling Stones. Tu sais, il avait acheté ça comme un start-up. Là. Ouais. Puis là, on avait écouté ça. Puis là, il m'avait fait des cassettes avec les tunes que j'aimais bien. Ouais. Puis ça a été ça. Puis après ça, les Beatles, j'étais allé plus loin. Ma mère avait des vinyles aussi, des Beatles. Fait que, tu sais, c'était moins... C'était comme un peu laissé à l'abandon, là, les vinyles. Ils n'écoutaient plus. Là. C'est ça. Puis personne n'écoutait ça. Puis il était encore là. Ça prenait pas de place. Là. Un pied carré, t'en mettais des vinyles. Ça. Dans une caisse de lait, là, t'en avais pas mal. Là. C'est ça, exact. Fait que... c'est ça. On a commencé à laver Abbey Road, là, je me souviens. Je sais pas si elle l'a encore, d'ailleurs. Fallait que je regarde. Puis... mais c'est ça. Là, on était bien impressionnés. Là, Paul McCartney, nu-pied. On trouvait ça drôle. Ouais, à travers ça. La fameuse pochette. Ouais, c'est ça. La fameuse pochette que tu portes aujourd'hui. Ben oui, j'ai le chandail là. C'est drôle qu'on parle de ça. Exact, j'ai le chandail là. Après ça, plus tard, tu sais, à l'adolescence, le plus, tu sais, secondaire 3, 4, 5, là, je suis tombé en amour complètement avec les Doors. Ouais. The Doors, là, j'ai écouté j'avais tous les albums, j'avais que des t-shirts des Doors. OK, vraiment tombé dans la marmite. Ouais, le fameux film d'Oliver Stone avait vraiment
le personnage, parce que je trouve ça le fun, la musique, mais on en parlait à un moment donné, là. Puis, tu sais, j'aime aussi l'enrobage, la légende, le legacy, tu sais, tout ce qui est au travers de ça. C'est pour ça que c'est rare que j'écoute de la musique actuelle. Dans le sens un band récent. Tu sais, j'aime ça, moi. Il y a du matériel de fait. Il y a de l'histoire en arrière. Il y a de l'histoire, c'est ça. Exact. Ça, c'est bien important pour moi. Tu dirais-tu, je me souviens plus, je pense que je te l'avais posé, mais je me souviens plus de la réponse, là. T'as découvert les Doors beaucoup avec le film d'Oliver Stone ou le film t'est arrivé après? Ou? Non, le film est arrivé avant. J'avais écouté le film, j'avais trouvé ça le fun. J'écoutais déjà The Doors, là, comme je te dis, mon ami qui m'avait. Oui, il y avait écouté, les classiques. Il y avait 3-4 tunes qui étaient bonnes parce que c'est quand même assez dur à écouter. Hein, oui, The Doors, il faut que maintenant. Faut que tu t'y mettes. C'est ça, il faut que tu t'y mettes parce que c'est pas genre de beat accrocheur. Là, oui, Light My Fire, là, le début est splendide, mais. C'est pas un genre de beat accrocheur là, comme mettons The Cranberries, supposons. Tu comprends? Fait que c'est ça. Fait que puis là je me suis mis, puis là à l'adolescence, il y a tout c'est de la musique d'adolescent, hein, je pense. The Doors, ça rejoint plein d'émotions adolescentes. Tout à fait, la rébellion, puis un peu de délinquance. Puis... Et voilà. Tout à fait. Fait que les Doors, moi aussi, j'ai beaucoup aimé ça. Puis moi, je connaissais déjà les Doors, mais vraiment, c'est pour ça que je t'avais posé la question. Le film d'Oliver Stone m'a comme ramené là-dedans, dans tout ça. Puis un peu comme toi, moi aussi, j'aime ça, tout ce qui entoure le band. Puis dans ce film-là, il l'a beaucoup magnifié. Là, j'ai entendu après ça, lu des entrevues avec les membres. Bien qu'ils ont participé un peu au scénario et tout ça, ils ont quand même dit que Stone avait pris des grandes libertés avec l'histoire. Là, mais que grosso modo, c'était quand même à peu près ça qui ressemblait. Mais c'est ça, en termes de mythologie, tout ça, je t'amène sur un autre groupe que je sais que tu as bien aimé toi aussi, Kiss. Parle-moi donc un peu de Kiss, comment que... Oui, tout à l'heure, je te parlais, là, l'enrobage, là, là, on a, là. Dans ta barouette. Là, il n'y a rien de subtil là-dedans. Il y a quasiment plus d'enrobage que d'autres choses. C'est ça. Fait que j'aimais bien ça, là. J'aimais bien Paul Stanley puis Ace Frehley, là, les genres de petits solos assez courts. Mais efficace. Tu te demandais s'il allait tomber à terre, là, il est comme mou, là. Exact. Ace Frehley. Fait que. Qui vient de décéder il y a une couple de mois. C'est ça, malheureusement, Ace. On les perd tous tranquillement, mais là, lui, c'est... Ça s'en vient. C'est ça, on va tous les perdre. Mais oui, c'était le côté... puis il y a un côté très rock, là. Exact. Que j'aimais bien. Puis ça, là, j'ai eu une phase un peu plus, là, justement, le plus... on va dire hard rock, on va dire de même. Tu sais, justement, le Guns N' Roses est revenu. Après ça, là, il y a eu Kiss, tu sais, les Twisted Sisters. On peut les mettre un peu là-dedans. Tu sais, un peu là, Ozzy Osbourne. Pas tout, mais certaines affaires. Là. Puis, oui, parce qu'on a parlé ensemble. T'étais pas un grand fan de Black Sabbath, puis pas trop non plus Ozzy, mais certaines tonnes d'Ozzy. Certaines affaires Ozzy, puis même Black Sabbath aussi. Mais pas tout. Là. Tu sais, quand ça devenait un peu trop ténébreux, là, mais même Guns N' Roses aussi ont ce côté-là, là, tu sais, un peu plus heavy metal, on va dire. Donc, c'était moins ton bac. Là. Ça, c'est moins mon affaire. Ça, c'est sûr. Fait que... Ça ressemble à ça. Là. Après ça, il y a eu Queen, qui est là-dedans. Queen, qui est encore un de mes bands préférés avec ma blonde. Là. On est des gros amateurs de ça. D'ailleurs, le film, ça a été merveilleux. Exact. Oui, un bon film. Puis c'est ça, nous autres, quand on va voir un film d'une affaire de même, un peu comme... moi, je le regarde vraiment comme si je m'en allais voir un film. Exact. Tu sais, je cherche pas à nécessairement trouver... Voir les incongruités. C'est ça. Parce qu'il y en a dans ce film-là. Moi, j'ai adoré ce film-là, mais au niveau du timeline, là, il y a comme des affaires qui n'ont pas rapport. Là, mais c'est correct, ça reste un film. Ils n'ont pas dit que c'était un documentaire, ils ont dit que c'était un film. Exact. Voilà. C'est pour ça, moi, je l'écoute vraiment. Je suis bon spectateur là-dedans. Parce qu'après ça, je vais lire les biographies, les biographies de Jim Morrison. J'en ai lu et tout. Puis j'aime bien lire des biographies, d'ailleurs. Ah, moi aussi. J'adore. C'est drôle que tu parles de Jim parce que
le film nous donne une image, puis naturellement, son décès n'est pas clair, là, tu sais. Puis moi, j'ai lu 3-4 théories là-dessus, puis j'ai aucune idée, finalement, qu'est-ce qu'il faut croire, qu'est-ce qu'il faut pas croire dans tout ça, là, tu sais. Ouais. On ne le saura probablement jamais, puis peu importe. Là, ça fait partie de la mythologie du rock, puis lui, en plus, il est dans le club des 27, là, donc ils sont morts à 27 ans, puis... Mais lui, c'est très particulier qu'il soit mort à Paris, puis retrouvé dans sa baignoire, puis... Ouais, un peu comme Dolores. Des Cranberries. Ouais, c'est ça. Elle aussi est morte, je sais pas. Elle est morte dans sa baignoire. OK. Oui, c'est vrai. Elle s'était endormie, mais elle était saoule. Là. En tout cas, c'est ce que j'ai lu. J'étais allé lire justement dernièrement là-dessus s'il y avait quelque chose de nouveau qui était sorti. Comme Sinead O'Connor. J'essaie de suivre ça des fois s'il y a une nouvelle piste qui sort. Là. Exact. Parce que c'était quand même relativement récent. Là. Exact. Ouais. Mais non. Une autre aussi, j'ai compris que c'était dans sa baignoire. En tout cas, dans sa chambre d'hôtel. Il me semble que c'est dans sa baignoire. Whitney Houston aussi, je pense. Ah ouais? Ça serait une overdose, là, si j'ai bien compris. Mais Enfin, tout ça pour dire qu'il y a de tout dans la mythologie du rock. Puis c'est sûr qu'à l'adolescence, parce que c'est là qu'on est, chronologiquement parlant, là, on est encore dans ton adolescence. Là, on est plus jeune adulte. OK. Jeune adulte, moi, là. Okay. Là, j'étais en appartement. OK. Puis c'est ça, on mettait ça. Mais moi, je suis parti tôt en appartement. Là, fait que je suis parti à 17 ans parce que j'étais à Baie-Saint-Paul. Ouais. Fait que j'étais allé à Québec. Pour étudier, c'est ça. Exact. Fait qu'on partait tôt par chez nous. Ouais. Puis, c'est ça. Fait que là, j'étais dans cette phase-là. Puis là, tu sais, Serge, moi, je te dis ça. Là, je te nomme une couple de bandes de même. Mais, tu sais, au travers de ça, là, tu vas saupoudrer un peu de Offenbach, un peu de plein d'autres affaires là, qui sont... Qui jouent à radio, que t'entends, que t'aimes, puis à un moment donné, tu vas t'acheter un disque. Puis... Mais plus ou moins la radio. Vois-tu? Moi, je vais plus être dans la légende. Ça, c'est vraiment quelque chose là, qui est... Mais on dirait que ça se sépare pas pour moi. Tu sais, comme j'avais vu un reportage VH1 sur Culture Club. Ouais. Avec Boy George. Ouais. Puis là, je me dis, wow, c'était malade, là, pareil, dans les années 80, un genre de travesti qui se met à chanter, c'était assez spécial. Break the rules, ça. Fait là, je m'étais acheté un album, puis toute la patente, puis ils ont du bon stock quand même, là. Écoute, je suis d'accord. Moi, à l'époque, je détestais ça, Culture Club. Là. Mais avec le recul, il y a des fois une tune qui joue à la radio, là, puis je me prends à l'écouter, puis à me dire, finalement, c'était pas si pire que ça. Puis lui, c'est un spécial en tabarouette, là, Boy George. Là. Après, là, il est allé DJ, il est devenu DJ pendant longtemps, puis c'est tout un personnage. Je me souviens plus son vrai nom, là, mais en tout cas. Mais il y avait toute une histoire d'amour avec le drummer. OK, ça, je sais pas quoi. Puis que le drummer, finalement, il a comme renié cette histoire d'amour-là. Ah, ça, je sais pas. Parce que là, il était hétéro ou whatever, en tout cas, je sais. OK. Mais il y a tout un affaire de même, une trahison. Dans cette band-là. Parce que fait. c'est ça, ils n'ont plus jamais retravaillé ensemble, eux autres, que je sache. Là. Non. Probablement à cause de ça. Lui, là, le drummer, ça avait mal fini. Là. Il était complètement amoureux. Lui, il était très amoureux de lui, puis là, il l'a comme renié à un moment donné. Puis, c'était la fin. C'est ça, ça a été la fin. En tout cas, ce que j'avais vu. Mais ça m'avait interpellé. Là. Je me disais, hey, wow, c'est quand même bizarre. Là. C'est quand même spécial. C'est intriguant. Tout à fait. Fait que là, j'avais acheté un truc, puis c'est ça. Mais c'est ça, parce que toi, tu parles des années 80 que tu n'as pas tant connu, parce que tu es un petit peu plus jeune que moi. Là. Je pense que tu es dans la quarantaine. Fait que pour toi, ton adolescence, ton jeune adulte, c'est plus les années 90. Parce que moi, Culture Club, par exemple, j'étais là, j'avais 12, 13, 14 ans quand ça sortait, puis je mettais la musique à la Maison des Jeunes, fait que je mettais ça. Mais, Twisted Sister, la même affaire, on a fait des lip-syncs à l'école avec ça. Mais toi, c'est des bands que tu as connues par après, comme tu dis, parce que tu as vu la légende. C'est très rare, même les années 90, qui est mes années. Tu sais, Nirvana, j'ai commencé à écouter ça plus tard, tu sais, il était mort, puis... c'est ça, là. Tu comprends-tu? Puis aujourd'hui, Nirvana, j'adore ça. C'est ça. Mais au moment où ça sortait, que toi, t'avais l'âge, c'était pas tant ça qui t'attirait. Tu sais, même les Smashing Pumpkins, puis tu sais, ça fait le même. Là. Je comprends. Même, comment il s'appelle, un rappeur américain, là... qui ont fait un film, là. Eminem. Ah moi, je trouvais ça nul, là. Même, je trouvais ça nul, mais je m'y intéressais pas. Mais là, ma fille,
qui est une grande amatrice de musique. Ouais. Elle l'écoute. Puis, regarde, il y a des affaires intéressantes quand même. Là, même si. Fait que, tu sais, je sais pas. Moi, ça fait vraiment partie. Là, c'est vraiment un tout. Puis encore là, je fais du pouce, peut-être je suis dans le champ, mais est-ce que le fait qu'il y ait un film, tu sais, 8 Miles, qui raconte son histoire, ça t'a-tu comme plus intéressant? OK. C'est pas ça. Dans ce cas-ci, c'est pas ça. C'est vraiment par ta fille, dans ce cas-là. Oui, exact. Moi, c'est drôle. J'étais pas grand amateur de rap, mais disons que lui, particulièrement, dans les années fin 90, début 2000, c'est des jeunes avec qui je travaillais qui en écoutaient beaucoup de Eminem. Puis je me suis intéressé à ça à cause qu'eux autres aimaient ça. T'sais. Puis je me disais, il y a quand même de l'allure. Le jeune homme, tu sais, il a mon âge à peu près, ce gars-là, mais. Il a fait son chemin dans un monde quand même assez hostile à un rappeur blanc, on va se le dire. Là, mais, enfin. Écoute, Paul, je vais nous ramener. Tu as dit tantôt, quand tu as quitté Baie-Saint-Paul, ta ville natale, c'est bien ça? Exact, oui. Parfait. Puis tu as encore de la famille là, d'ailleurs, je pense? Oui, mes soeurs, mes parents. Parfait. Mais c'est ça, ce qui m'intéresse, c'est allé à Québec. Québec, c'est toujours un peu mystérieux pour moi au niveau là, de la scène musicale à Québec, qui est très particulière. Puis je pense qu'on va s'en aller avec ça vers un peu le deuxième segment. Là. Mais je te laisse parler un peu de la scène musicale, un peu ton côté punk, c'est là qui est arrivé, si je peux dire? Oui, ben le côté punk, moi, dans le fond, quand j'étais plus adolescent, secondaire, OK? Moi, je me tenais avec une gang de gars, puis eux autres, ils tripaient bien gros là, sur le punk, mais tu sais, un peu le punk skate, on faisait du skate, tu sais, c'était nos années de ça. Moi, j'écoutais The Doors en faisant du skate. Mais eux, c'était Blink-182, puis Green Day, NoFX. Puis toutes ces affaires-là. Là. C'était plus, même un peu plus underground, tu sais, The Queers. OK. Scratching Weasels. OK. Comme tu dis, plus underground. Plus underground un peu. Ouais. Puis, fait que moi, j'entendais tout le temps ça dans les parties, tu sais. Puis à un moment donné, je me souviens, il y a quelqu'un qui est arrivé avec une chanson qui s'appelait... c'était Creighton Family. Puis c'était une chanson de Ramones. Puis j'ai dit, oh wow, c'est bon ça. Puis là, en tout cas, ça m'avait fait un peu aimer ça. Puis j'étais allé un peu vers ça. À Québec, nous autres, on était bien gros. Tu sais, la scène que je peux te parler, c'est la scène plus underground, là, tu sais. Fait que nous autres, on se tenait beaucoup à l'Arlequin. Ouais. J'avais des amis qui avaient des bandes de musique, puis ils jouaient de la musique là. Et, tu sais, puis il y avait 2, 3, 4 shows par semaine, des fois, les autres, là. Puis on allait là à toutes les soirs quasiment, là. Puis moi, je travaillais dans une petite quincaillerie, là. Fait que j'avais c'était pas très sérieux, là, mon affaire. Fait que passais tes pays là. Je pouvais arriver un peu éméché. Un peu éméché. Fait que c'est ça, j'étais là, puis j'habitais à côté là, de l'Arlequin. OK. Fait que c'était sur quelle rue, ça? C'était sur la rue Saint-Jean. OK. Dépasser un peu les portes Saint-Louis, Saint-Jean. Là, ça fait longtemps que je suis parti de là, je suis un peu perdu, mais c'était vraiment cool. Là, c'était, si je me souviens bien, c'était, je le dis sous toute réserve, mais c'était la 2e plus grosse vidéothèque au Québec. OK. Après Musique Plus. OK. Fait que, tu sais, toutes les tunes étaient projetées en vidéo. En vidéo, parce que, tu sais, c'était souvent des... C'était quand il n'y avait pas de show, là, c'était ça, là, les DJ, mais c'était un VJ, on peut dire de même. Exact. Puis, il mettait de la musique, mais il y avait sur l'écran, il y avait toujours le vidéo. C'était super intéressant. Fait que là, tu sais, moi qui aimais l'enrobage et tout, là, on en voyait pas mal. Puis c'était surtout de la musique underground, tu sais, peu importe. Je me souviens, là, les Rita Mitsuko. Ouais. Il y avait des bons vidéos, les autres. Ouais, c'est ça. J'avais vu ça. Je disais, ah, wow, ça fit. Puis tout. J'avais trouvé ça super cool. Puis fait que c'était vraiment ça. Il y avait, tu sais, tout un système, là, avec comme des bébites avec des yeux, puis toute la patente. C'était vraiment cool, là, comme décor, puis tout. Fait que on était là, puis c'était tout le temps la même gang qu'on était là, puis j'ai vu des shows, là. C'est ça, comme tu dis, il y avait beaucoup de bands. Il y avait, oui, des VJ, là, mais il y avait beaucoup de bands. Oui, ben, tu sais, mettons, une coupe de... Puis, tu sais, après le show, il y avait un VJ aussi, là. Exact. Entre les sets, là. C'est ça, on restait là longtemps, nous autres, là, tu sais. C'était-tu diversifié? T'avais autant des bands punk rock que des bands... C'était surtout underground, tu sais, genre punk, garage, rock, garage. C'était pas... tu sais, le punk skate, je vois pas vraiment là. OK.
C'était, tu sais, le punk propre, là, qu'on appelle. Là. Ouais, exact. Tu sais, il était pas là. C'était vraiment, là, tu sais, un peu plus sale. Là. Ouais. Mais c'était vraiment... C'était une belle place. Moi, fait que c'est ça, moi, mon idée de la scène à Québec, là, tu sais. Tout à fait. Avec les punks, là, les vrais punks, tu sais, avec les pics, puis les... Oui, il y en avait les bleus, les jackets... cloutés. Avec des studs, ouais, c'est ça. Exact. Fait que ça, il y avait ça, là, puis on tripait bien gros là-dedans. Il y avait une coupe de place aussi, là. Tout à l'heure, on parlait de la fourmi atomique, mais il y avait aussi le Cachemire. Je sais plus si ça existe, là, comme je sais dis. pas. Moi, je suis déjà allé là, mais ça fait longtemps. On allait faire de temps en temps une petite C'était moins hot un peu, là. Le plus hot, c'était l'Arlequin. Ça, je suis jamais allé. Il y avait le propriétaire, il était là, souvent le samedi soir. Là, puis on jasait avec. Il était cool, un genre de vieux... de vieux bonhomme, mais tu sais, un peu aigri, là, de la vie et tout, là, qui prenait sa bière. Un vieux punk, là. Un vieux punk, là. Il était cool, là. Mais quand ça a fermé, ben, moi, ça a donné que je m'en allais pas mal à Montréal, là. OK. Mais c'était triste, là, pour nous autres, ça. C'est un deuil à faire. C'est-tu là que, parce que tranquillement, pas vite, je t'amène là, mais t'es un grand fan des Ramones. C'est-tu à l'Arlequin que t'as découvert les Ramones? Comment? Raconte-moi ça. Ben, comme je te disais tout à l'heure, c'était surtout mes amis qui en écoutaient. OK, eux autres aussi. Puis là, qui en écoutaient, puis que là, moi, j'entendais ça un peu comme de la pollution, si on veut. Puis là, finalement, à un moment donné... Un bruit de fond. C'est ça, j'ai accroché. Ben, j'ai accroché par l'enrobage, tu vois-tu? Tu sais, les Ramones, OK, sont 4 gars habillés pareil, avec les mêmes souliers, genre même coupe de cheveux bizarre, les lunettes, fumées. Puis, tu sais, il y avait Joey, là, qui mesurait genre 6 pieds 6. C'est beaucoup plus grand que les autres. C'est ça. Puis, tu sais, tout maigre un peu. Ouais. Un junkie, hein? Ouais. Mais il était pas vraiment un junkie. Non, mais il avait il était... Oui, mais il avait une maladie, lui, hein? OK, je sais pas. Je me souviens plus exactement le nom de la maladie, là, mais ça fait justement que t'es très grand. Puis, il est né avec un jumeau parasite, là. OK. Il a fallu qu'il se fasse enlever ça. Puis je pense que ça a touché à sa moelle épinière, ça a touché à des glandes. En tout cas, ça serait à revérifier, ça, là, mais c'est ça. Il y avait un problème de santé. Puis c'est ça. Puis il pouvait être très fatigué aussi. Des problèmes même à parler, là, avec le langage et tout. Fait que il était un peu difforme, le mec, là, quand tu le regardes, là, tu sais. Il y a une drôle de mâchoire. C'est vague, moi, honnêtement, mes souvenirs. Ouais. D'ailleurs, quand tu me parlais de ça en pré-enregistrement, moi, je me suis rendu compte que je pensais, quand je connaissais ça un petit peu, je connaissais rien des Ramones, pantoute. Pour moi, c'était des frères, premièrement, pas pantoute. Puis c'est toi qui me disais que le nom de Ramones, ça vient d'un pseudonyme de Paul McCartney. C'est ça. Je savais pas ça pantoute. Paul McCartney, ben, tu sais, quand il allait dans les hôtels... Pour passer incognito. Faisait appeler Paul Ramone. Ouais. Puis là, ben, c'est Didi qui... parce que dans le fond, il était 4 à la base. Ouais. À la base, ils sont 3. OK. Il y a Didi, qui était le bassiste, compositeur, chanteur au départ. Ouais. Après ça, tu as Johnny Ramone, le guitariste, que lui qui était le leader administratif du band. OK. C'est lui qui bouquait les choses. Même, il était... contrat de 10 puis tout ça. Ouais, mais c'est un gars qui pouvait être un peu un tyran. Là. OK. Il était très... Puis il pouvait même les frapper, les gars, toute la patente. Quand ça ne travaillait pas à son goût, là. Il tenait ça serré, c'est ça. OK. Fait que... c'est lui qu'ils disent qu'il n'a jamais fait... Je connais pas trop ça, là, mais tu sais... tu peux descendre là, quand tu joues une note de guitare. Jean-Maurice pourrait nous en parler un peu plus. Mais tu peux remonter aussi. Ouais. Puis lui, il dit, il a fait 2554 shows sans jamais remonter une fois. Là, fait que, c'était pas il était limité. Ben, il était limité. Il faisait un job. C'est ça. Exact. Ça servait bien. Oui, là, tout à fait. Puis c'est ça. Puis au départ, là, le premier drummer, c'était Joey Ramone. OK. Le chanteur. Ouais. Mais à cause de sa maladie, tenir un beat de drum, c'était pas facile. Il était pas assez rapide, pas assez résistant et tout. Fait c'est le manager du band, qui est Tommy Ramone, qui a pris le drum. Mais lui, ça le tentait pas de faire ça. Ils ont fait une couple d'albums avec lui. Puis à un moment donné, non. Puis lui c'est un gars de studio, là, tu sais. OK.
Fait que, puis là, ben, ils ont engagé un autre qui s'appelle Marky Ramones, qui est encore en fait, ils ont tous des noms. Là c'est ça. Ils ont leur nom de scène. Ouais. Mais moi, c'est ça, dans le fond, qui m'a fourré. Carrément. C'est Marky Dupuis. Puis c'est ça. C'est ça. Qui est devenu, c'est ça. Il prenait le nom Ramones, qui était un pseudo. C'est ça. Mais tu sais, ça démontre juste l'étendue de ma méconnaissance de ça. Mais je veux juste faire, je fais ça de temps en temps, dans l'histoire du rock, la ligne du temps, le mouvement punk. Parce que les Ramones, là, c'est la base là, du punk pas mal, là, à New York, parce qu'il y a l'épicentre à New York puis il y a l'épicentre à Londres. Là. Ouais. Mais à New York, là, on parle de 1975 à peu près, mais le premier album, là, là, un mois à peu près, là, on enregistre aujourd'hui, on est au mois de mai, on va rester vague sur la date, là, mais le 23 avril dernier, à Chaume, ils ont annoncé ça, ça a fait 50 ans, le premier disque des Ramones. OK. Pile poil, là, le 23 avril passé. Donc, c'est ça. Juste pour placer ma ligne de temps, là, on est au milieu des années 70. Il y a toutes les extravagances des bands prog rock puis tout ça. Puis là, les bands punk, eux autres, ils disaient, hey, on va revenir à la racine du rock'n'roll, les tunes de 2 minutes. Puis, les tunes de 2 minutes. Les envolées là, de virtuoses, tout ça, on veut rien savoir de ça. D'où, là, lui, c'est pas des grands musiciens. La classe ouvrière, puis après la patente, le bras dans les airs, puis il y a une rébellion. Par contre, on voit, on associe beaucoup le mouvement punk à justement quelque chose d'engagé, le bras dans les airs, le poing dans les airs, puis revendication. Revendication, quelque chose un peu de gauche, hein? On le voit de même. Ça peut être comme ça, les Sex Pistols, puis The Clash et tout ça. Ouais. Mais les Ramones, Johnny Ramones, c'était un gars de l'armée qui subventionnait le Parti républicain. Très de droite. Très, très de droite. Il n'y avait pas de... Puis c'est sûr, là-dedans, tu avais Joey qui était un peu plus mielleux, puis... c'est ça, là. Fait que... On brise un peu l'image. On brise un peu l'image, oui. Quand tu vois à l'intronisation des Ramones au Hall of Fame du rock'n'roll, puis tu vois Johnny Ramone dire God bless de président Bush, ça fait bizarre, là. Ça fait un tu petit t'attends pas de ça. Non, là, exact. Si t'as pas une connaissance comme toi, tu te dis qu'est-ce qu'il raconte là, lui, là? Il est pas supposé être de gauche. Oui, c'est ça. Ça marche pas, là. God bless. Mais il était dans l'armée. D'ailleurs, le deuxième bassiste, qui est C.J. Ramones, qui était quand même pas mal plus jeune, là. C'est aux alentours de 89 que Dee est parti. OK. Puis là, il voulait amener un vent nouveau, puis il était déjà âgé, là, dans ces années-là. Oui. Puis ils ont... où est-ce que je m'en allais avec ça? CJ, ben lui, c'était aussi un gars de l'armée. Il l'avait recruté à cause de ça. Okay. Son ardeur au travail, la discipline. C'est un Marine. C'est ça, des gars disciplinés. Ouais, c'est ça. Fait que, mais tu sais, c'est pas... quand tu regardes Dee Ramone, c'était un héroïnomane. C'était pas pantoute un gars discipliné. Fait que, il y avait un clash dans le band. Mais il paraît que Johnny et Joey, le guitariste et le chanteur, se sont pas parlé pendant genre 25 ans. Puis ils ont fait genre 2000 shows pendant ce temps. Ils faisaient quand même un paquet de shows, mais c'est ça, exact. Ah, c'est très, très spécial. C'est beaucoup de... Cette histoire-là, c'est bizarre. J'ai lu aussi la biographie de Dee Ramone. Il a commencé en Allemagne, dans l'Allemagne occupée, là, dans le temps du rideau de fer. Ouais. Puis lui, il était du côté américain. Fait que son père était soldat américain. C'est ça. Puis là, en tout cas, il était là, mais c'était un père violent, poli, traumatisé. Fait que lui, il se promenait tout seul dans les rues de Berlin. Puis, c'est toute une enfance, pareil. Là. C'est ça. Ils ont tous eu ça rough, là. C'était quelque chose de très rough, là. C'était pas une façade non plus. Des fois, on a des bands punk, là. OK, là, eux autres, ils se la jouent pas mal. Là. Mais dans le cas des Ramones... c'est ça, c'était pas surfait. Là. C'était leur vie. Là. Il n'y avait pas besoin d'une petite boucle d'oreille dans le nez ou un affaire de mer pour avoir de l'air bien tough. Là. Ben, il était pas tough en tout, là, anyway. Mais, non, mais l'attitude au complet, c'était pas du fake. Là. Puis ça n'a jamais levé, hein, les Ramones. Ben, tu sais, ils ont eu un beau succès d'estime et tout ça, mais je pense pas que les gars sont devenus archimillionnaires avec ça. Non. Ils travaillaient pareil. Puis, c'est ce que je pense. Là. Entre les shows,
il travaillait, puis c'était pas des... mais oui, c'est un des plus grands bands de l'histoire du rock, pareil, au niveau influence. Exact. D'ailleurs, ils ont sorti un album qui peut être intéressant. Ça s'appelle We're a Happy Family. Okay. Ça, c'est une tune des Ramones, d'ailleurs, qui s'appelle comme ça. Mais là, c'est un hommage aux Ramones, mais c'est fait par toutes les d'autres bands, dans le fond? Ouais, c'est ça, mais genre Pearl Jam. Okay. C'est Pearl Jam ou Eddie Vedder tout seul, là, je me souviens plus. Puis tu sais, qui reprend une tune, mais il la reprend à la Eddie Vedder. OK. Tu sais, c'est vraiment ça. Cool, ça? Ouais, il y en a une de Rob Zombie, il y en a une de Motorhead, il y en a une de Marilyn Manson. OK. Marilyn Manson, tu sais, ça n'a pas rapport pantoute, là, tu sais. Il l'a vraiment mis à sa sauce, ça. Ouais. Puis ça fait... c'est quand même intéressant à écouter. Tout à fait. Cette affaire-là. Mais c'est pour dire que c'est un des groupes les plus influents de l'histoire du rock quand même, encore aujourd'hui. Tout à fait. Versus, puis c'est bien de le ramener, de dire, tu sais, c'est ça. Malgré tout ça, ils ont vécu quand même assez sobrement. Ben, tu sais, il faut dire quand t'es sur l'héroïne, puis tout ça, comme tu dis, c'est pas tous les membres qui étaient sur l'héroïne, mais je veux dire, ça magane son homme, mais ça magane son compte de banque aussi, là. Non, ce genre de style de vie-là. Là. Ils étaient ça à colle, eux autres. OK. Ils ont des tonnes de ça, d'ailleurs. OK. Une drogue de pauvre, on va dire. Ouais, c'est ça. Genre, no, I want to sniff some glue, OK. Fait que, tu sais, sont capotés. I want to be sedated, c'est autre chose. Mais c'est ça. Tu peux être sedated avec la colle, là. Ouais, mais eux autres, c'était ça, là. Tu sais, c'était de la colle, tu sais, c'est ça. Des drogues de pauvres. Mais oui. Des sacs de papier, puis on voit la bataille. Mais parce que, tu sais, tu parles... ça n'a pas levé, mais comme les Clash, ils ont quand même eu un succès. Un très grand succès, les Clash. Puis après ça, les Sex Pistols, ils ont un album, mais ça a levé le patente. Exact. Ça a levé. Les Ramones, eux autres, les Ramones, ils ont genre 27 albums. Puis, tu sais, ça n'a jamais décollé. Même, tu sais, il était encore là quand Green Day est arrivé. Green Day qui était complètement... Tu sais, c'est quand même très influencé punk, là, oui, tu sais. tout à fait. Puis... punk rock, pop. C'est ça. On disait tantôt. C'est un bel exemple, Green Day, qui roule encore d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Mais effectivement, parce que les Ramones, je me suis un peu documenté depuis qu'on s'en est parlé, puis ils ont roulé longtemps. Comme tu dis, il y a eu plusieurs changements de membres, là, mais quand même, Joey qui était là pas mal tout le long. Joey puis Johnny. Ils ont été là, eux autres, pas mal steady, jusqu'à temps qu'ils décèdent, là, dans le fond. Là. Parce que là, que je sache, là, les originaux sont tous morts. Là. Les originaux, les Joey, 4 originaux. Didi, Johnny sont tous décédés. Là. Tommy, ouais. Tommy aussi. Là, il reste celui-là qui est le plus... Parce que c'est Marky, le drummer, qui a drummé aussi pour... je me souviens plus du nom, là, mais tu sais, c'est un band, c'est un genre de skull, là, de crâne là, dessus. OK. Je sais pas si ça dit quelque chose. Les Misfits. Ah, les Misfits, OK. Ouais, il a dormi pour les Misfits. Okay. Puis, ben c'est ça, mais lui, il a été là. Il a été venu 2 fois. Là. Il avait un problème de boisson, il s'était fait clairer par Johnny, justement. Puis, il est revenu après, mais lui, il a fait plusieurs albums. Puis, il était les Misfits aussi. Qui est un band très influent, le fameux... je cherche son nom. Guitariste de Metallica, il y a toujours des chandails. Il y a souvent des chandails de Misfits. C'est ma fille qui est dessus. Ah ouais? le lead guitariste pas James Hetfield, mais... en tout cas, je connais moins... peu importe, c'est un détail, ça va m'en revenir. Là, mais c'est un détail, mais bref... C'est pas Jason, quelque chose? Jason, non, ça c'était le bassiste là, qui a remplacé Cliff Burton. Kirk Hammett, c'est ça. On cherchait Kirk Hammett, voilà, le guitariste. Je le vois dans ma tête, j'ai encore des images, moi, là, du temps où je voyais, là, puis je vois une image là, avec Kirk Hammett avec son chandail de Misfits. Là. C'est ça le lien avec son... Il est rendu avec tous les cheveux gris. Là, ça doit, hein? Ils ont tous vieilli, ce monde-là. Là. Ah, c'est vrai, tout ça a fait comme un print. Ouais. Puis, ben oui, mais là, ils disparaissent en plus, mes images. Ah ouais? OK. Avec le temps. Enfin, on va dire une autre fois. Mais je ramène aux Ramones, puis leur début, en me documentant là-dessus, puis j'avais déjà pris connaissance de ça, mais le fameux club dans le East End de New York, à l'époque du milieu des années 70, qui est un quartier assez mal famé, il y avait le club, là, le CBGB. Absolument. Où ils ont commencé, naturellement, les Ramones. Ils ont fait
centaines de shows à cet endroit-là, mais plusieurs autres. Là, on parlait tantôt avec Jean-Maurice, les Talking Heads sont allés là, ont commencé là, mais un band que moi j'aime beaucoup, puis que toi aussi, puis c'est d'ailleurs dans notre intro de l'épisode 27, la tune de Blondie, Call Me, que tu as choisi pour le début. Mais Blondie a commencé là. Je sais pas pourquoi, c'est ainsi, je suis sur une passe. Là, je réécoute beaucoup cette band-là, Blondie. J'ai redécouvert à quelque part. Puis eux autres, c'est ça. Ils sont intimement liés un peu quand même avec les Ramones. Puis au début, ils étaient plus punk, les Blondie. Puis à un moment donné, ils sont comme fait sortir. C'était reggae un peu. Exact. C'est ça, ils ont comme un peu tassé. Patti Smith, qui est une punkers. Oui. Elle, à un moment donné, a carrément dit là, à Debbie Harry, là, non, il n'y a pas de place pour deux filles ici. Sac ton camp au CBGB. Mais ça jouait dur au CBGB malgré tout. Là. Mais elle, c'est une vraie de vraie punk dans l'âme, là, Patti Smith. Là. Oh oui, elle, c'est très... Fait qu'elle, elle y a dit à Debbie Harry, non, toi, là, t'es trop belle, t'es trop votante, tu me fais de l'ombre, là, tu sais. Enfin. Mais c'est ça, j'avais le goût de... je pense que quand on parle des Ramones, il faut quand même parler de ce fameux club-là, le CBGB, puis ben oui, de tout ce que ça a amené là. Oh oui, ça a été... Ben, comme je te disais un peu tout à l'heure, tu sais, l'Arlequin que j'allais souvent à Québec, c'était comme le CBGB exact, de Québec. De Québec, c'est sûr, à moins. Exact. Québec étant Québec et New York étant New York. Exact. Mais c'était ça, le genre de petit pub, le petit bar punk, là, tu sais, que c'était probablement tout le temps le même monde qui allait là. Puis c'est très de quartier, là. Exact, oui, exact. Puis il y en a beaucoup qui ont starté là puis qui ont joué là. Fait que c'était la place, là, pour ce genre musical-là. Tout le underground là, de New York, puis tout ça. Puis un peu plus, ça c'était le East End, si je me trompe pas. Mais tu sais, Guns N' Roses a joué là aussi, si je me souviens bien. Ça se peut, oui. Ça a roulé longtemps, CBGB, là, après. Oui, puis à un moment donné, c'est venu plus gros. Non, là, exact. Ça a sorti de l'anonymat, là, du punk, là. Puis... C'est ça, puis les quartiers sont venus plus près aussi. Ça, c'est comme ici, les quartiers à Montréal, tu sais, plus... je veux dire, c'est... Les maisons montent. Mais oui. Que c'est tout ça, à fait. Ben, tout ce coin-là de New York, aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était. C'est ça. Dans ce temps-là, c'était très mal famé. T'allais pas là à moins d'être obligé. Puis ceux qui vivaient là, ben c'était... et puis là, les promoteurs immobiliers ils ont pogné le contrôle, puis ça s'est embourgeoisé, comme ils disent. Puis ce club-là n'aurait plus sa place là aujourd'hui, mais dans l'histoire, il était toujours bien là, puis il s'est passé des grosses choses là. Puis, embourgeoisé, tu me fais penser. C'est moi, quand ce mot-là vient de Mickey dans... Rocky. OK, ouais. En tout cas, moi, j'étais un grand fan de Rocky. Je me suis dit dans le 2, hein, à un moment donné, là, tu fais-tu référence à... C'est dans le 3. Dans le 3. Dit, tu t'es embourgeoisé. Oui. Puis il avait raison. Ce gars-là, il a l'œil du tigre. Oui. Il parle de Glober Lang puis Mr. T. Ouais. Il va te défoncer, puis il l'a effectivement défoncé. Il l'a défoncé. D'ailleurs, la musique de Rocky est vraiment bien faite. Tout à fait. Ça vient nous chercher. C'est ça. On était kids. Hein? Oui, moi, quand j'ai découvert ça, le 3, là, c'était dans les années 80. Là, moi, j'étais... Puis la musique de le band Survivor, c'est ça. C'était très efficace. Écoute ça aujourd'hui, c'est assez simple là, comme musique, mais ça faisait la job. Ça fait encore la job. Moi, j'écoute ça encore. Là, quand ça joue à la radio, je vais grimper le son puis je vais me primer avec ça. C'est drôle que tu parles de ça. Ben, qu'on parle de ça, dans le fond, c'est que la toune Gonna Fly Now, on a fait de même, hein? La toune d'entraînement. Là. Ouais. C'est moi, j'ai un gars que tu connais, Félix, il a 6 ans. Ben, des fois, on a de la misère à le faire s'habiller. C'est cette toune-là que je mets. OK. Là, il faut qu'il s'habille jusqu'à Argo. Oh oui. Tu as trouvé une application importante à cette toune-là dans ta vie. C'est ça. C'est super, Paul. On a fait une petite parenthèse sur Rocky. Oui. Je nous ramène au début de l'épisode. J'ai parlé de la compagnie Mad Cat Drum. Tu t'es mis à fabriquer des drums à l'âge adulte, là, mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, avant de fabriquer, tu t'es mis à jouer du drum
Ben, tu me l'as raconté, mais j'aimerais bien ça que tu le racontes aux auditeurs. Oui, ben dans le fond, moi, j'ai toujours été, tu sais, je suis plombier à la base, j'ai toujours été dans les outils. Moi, j'étais un passionné, là, je suis tombé dans la bonne talle, là, la construction, les outils, je suis heureux là-dedans. Avoir un peu de poussière d'en face, là, j'aime ça. Fait que, puis là, j'ai une personne que je connaissais qui a travaillé toute sa vie, tu sais, pour s'en aller à la retraite puis être bien heureux. Puis finalement, cette dame-là, elle a pogné un cancer, genre 3 mois après être tombée en retraite. Puis elle est décédée, tu sais, cancer du pancréas fulgurant. Elle n'a jamais profité de sa retraite. Elle n'a jamais profité de sa retraite. Puis moi, ça tu sais, ça touche là, quand quelqu'un de proche décède. Puis là, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai jamais fait qu'un jour, je pourrais regretter dans ma vie? Fait que là, je me suis dit, j'ai jamais joué de musique. J'ai dit... Puis, tu sais, moi, il faut dire aussi, j'ai un handicap à une main. Il me manque quand même un bon bout de la main droite. Ouais. Puis, fait que c'est sûr que jouer du piano ou faire des solos de guitare, tu sais, c'était peut-être pas... Mais, tu sais, d'un autre côté, j'ai tellement fait d'affaires avec ces mains-là que, tu sais, j'aurais peut-être pu, tu sais, ça dépend de ce que tu fais quand t'es jeune. Ouais, anyway. Fait que j'ai dit, j'ai jamais fait de musique. Qu'est-ce que je vais faire? Ben là, je pourrais jouer de la musique. Puis là, ben, à un moment donné, on était pendant un de mes beaux-frères. Il y a un set de musique chez eux. Là. Il y a un band, il pratique. Puis lui, il joue de la guitare, mais il y a un drum. Okay. Mon gars a commencé à jouer du drum. OK. Il avait 3 ans ou 2 ans, je sais plus. Là, il a frappé juste pour la forme. J'ai dit, ça pourrait être ça, le drum, puis peut-être l'amener. En tout cas, fait que là, je suis revenu chez nous. J'étais à Baie-Saint-Paul. Je suis revenu chez nous, Marketplace. Je m'achète un drum électronique, commence à jouer, prends des cours. J'aime ça. Là, je développe ça. Puis là, à un moment donné, j'avais acheté une bébelle, moi, là, si on veut. Là. Fait que j'ai dit, je vais m'acheter un drum acoustique. Ouais. Un drum acoustique est un vrai drum. Exact, ouais, c'est ça. Fait que je pogne une annonce sur Marketplace. Un gars qui vend un drum à côté de chez nous. À Chambly. À Chambly. Voilà, fait que j'ai dit, je t'offre tant, je passe là dans 10 minutes. OK. Fait qu'il dit, OK, parfait, viens-t'en. Fait que un chic type, c'est M. Patrice Benoît. D'ailleurs, ça pourrait être une belle rencontre pour toi, là, si jamais. J'aimerais bien ça. Tu me le présenteras. Ouais, je te le présenterai. Ça fait longtemps que j'y ai parlé, là. Mais, en tout cas, qui est un passionné de drum, un connaisseur de drum. C'est un collectionneur de drum. En tout cas, fait que là, j'arrive là-bas, puis il dit, hey, t'as eu un bon deal, puis tout. J'ai dit, merveilleux. J'ai dit, peut-être je peux t'aider aussi. Moi, je suis plombier. J'ai essayé d'y rendre la monnaie de ma pièce. Puis là, il dit, hey, ça donne bien, j'ai une job de plomberie, justement. Puis je dis, OK, je te fais ça, tu me donnerais un autre 5 balles. Fait que, OK, là, on set la job. Puis là, ben, on parle. Puis là, il me dit, que là, c'est comme lui qui m'a amené, cette inspiration-là, là, de faire des drums. Il dit, moi, il dit qu'il n'avait déjà fait un snare, qu'il l'avait. Il l'avait conçu, en tout cas, là, puis finalement, puis... Fait que là, là, j'ai vu ça comme un défi. Fait que là, je suis tombé là-dedans, je commençais à faire un snare en bois, en érable, avec une batch de planchers de bois franc, là, que j'avais ramassé sur Marketplace, encore quelqu'un qui donnait ça, là. OK. Fait que, ramassé ça, fait un snare avec ça. Je dis, Colin, ça va bien. Là, on essaye ça sonne la mort. Fait que... Ben là, on a parti avec ma blonde. Ma blonde est impliquée là-dedans, là, tout ce qui est médias sociaux, puis tout ça. Fait que, ben, on a starté de quoi? On a appelé ça Mad Cat Drums. Ouais. Mad Cat, pourquoi? Parce que ma blonde, je l'appelle mon gros chat. OK? Ouais. Mais là, ça a arrêté comme Fat Cat ou Big Cat. Puis là, ben, tu sais, il y avait des affaires un peu qui étaient prises à ce moment-là. Ouais. Je dis, Mad Cat. Puis Bing Bang, en tout cas, le logo des chats fâchés et tout. On est allé vers ça. Puis là, ben, on vient de faire... Ça fait 3 ans, mettons, dans ce coin-là. Puis là, on vient de se rebâtir un autre atelier. Sur ton terrain chez vous, là. Sur mon terrain. Puis on a acheté de l'équipement. Là, on fait des drums complets maintenant. Des drums en cuivre, en brasse, en métal, en bois encore, c'est sûr. Fait que, puis là, ben, au fur et à mesure, là, on a commencé. Au début, on faisait les shells, les fûts, dans le fond, la cage. Puis là, ben, tranquillement, les cerceaux, là, les houes. Après ça, les logs.
puis ainsi de suite. Là, je suis en train de travailler sur un throw-off, le truc qui bend les chaînes. Fait que vraiment pour être 100% Mad Cat. Puis, non, on a... Tu disais même, là, les trous, comment t'appelais ça, là? Ça fait comme un design de fleurs de lys, c'est ça? Oui, c'est ça. Vous irez voir sur ma page Facebook ou sur le site Internet, madcatdrums.com ou whatever, là, sur Instagram et tout. Ouais. Mais, c'est ça. Moi, j'y punch une fleur de lys dans la houppe, parce que je voulais vraiment aller chercher... Le côté québécois, là. Le côté québécois, puis, tu sais, vraiment, l'image, là, si on veut. Ça, c'est les Hoop Mad Cat. Les Hoop Mad Cat sont comme ça. Ils sont reconnaissables parmi d'autres. Ils sont reconnaissables. C'est un peu le fun, puis aussi marketing en même temps, là, dans le sens que tu veux avoir ton image. Exact. Fait que c'est ça. Puis là, on arrive tout récemment du Drumfest qui renaît avec Éric Boudreau puis la gang de Drumfield Café. Il y a un podcast sur le drum qui est super intéressant. Ouais. Puis, c'est ça. Ça a été un bon succès. Puis nous autres, on avait été invités là avec les autres fabricants québécois. Mm-hmm. Y en a-tu beaucoup de fabricants au Québec? Là, mettons, tu sais, il y en a 3, là, si on peut dire, principaux. Okay. Il y a nous autres qui est vraiment le plus petit. Mm-hmm. Parce que nous autres, Tu viens de commencer. On vient de commencer, mais aussi, c'est que moi, c'est pas mon... Tu fais pas ça à temps plein. Pas mon emploi. Exact. C'est un projet de retraite. Ouais. C'est ça que je dis. J'ai du fun là-dedans. Moi, c'est une affaire où avoir du fun. C'est ça. Tandis que les 2 autres, c'est vraiment là, des fabricants sérieux. Okay. Dont Ebenard Percussion, là, Ebenard, dans le fond, qui est pas mal le plus gros. Lui, il vend partout. Puis, tu sais, vraiment un modèle d'affaires très, 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 très agressif, là, dans le sens que ça marche son affaire. Puis, c'est une fierté là, pour les Québécois. Puis après ça, tu as Luca Drums. Luca Drums, lui, là, il fait ça à partir d'une bûche. OK. Fait que c'est un true solid qu'on appelle. Mm-hmm. Fait que il y a pas de colle, il n'y a pas de bloc, il n'y a pas de plywood, il n'y a pas rien. Il creuse sa bûche. Il creuse dans la bûche. OK. Fait que ça, là, c'est pas mal un des sols au monde. Mais l'expertise dans le true solid, c'est lui qui l'a là, au monde. Fait que tu sais, c'est quand même... c'est pété, ça. C'est quand même pété. Ben oui. Puis je les ai rencontrés au Drumfest qui étaient là. C'est vraiment des chic types et tout, là. Fait que, non, ils sont le fun. Moi, je suis un peu là en arrière, tu sais, j'ai du fun, puis, tu sais, je veux dire, c'est pas mon business premier, mais t'apprends beaucoup. Je trouve ça le fun, oui. Mais, tu sais, moi, j'avais une expérience, tu sais, quand tu regardes, moi, je faisais surtout des gros diamètres en plomberie. Oui. OK? Si tu regardes un drum et un tuyau, tu sais, il y a certaines affaires qui se ressemblent. Tu sais, au niveau des calculs, tu sais, les circonférences, les airs, les ci, les ça. Fait que... C'est déjà une base, on va dire ça. Moi, mon expérience, tu sais, toute l'expérience de ma vie s'y applique, tu sais. C'est ça. À ça. Fait pas pour rien que tu es tombé là-dedans. C'est ça. Je suis tombé là-dedans, puis c'est arrivé direct à la bonne place. En même temps, c'est super le fun, on rencontre toutes sortes de drummers, toutes sortes de monde vraiment capoté avec plein d'histoires, le fun et tout. Fait que c'est... non, c'est vraiment le fun. D'ailleurs, là, quand je pars d'ici, là, je m'en vais faire un drum. Ben, écoute, une de ces histoires-là, je l'ai évoquée au début, là, la fameuse snare que tu as faite avec des bouts de bois de parqueterie du studio Moronites. Mm-hmm. Là, actuellement, j'aimerais ça que tu racontes ça. Là, il y a, justement, là, au Drumfest, Pat Jean, là, qui, dans le fond, moi, je l'ai connu par Rush Trilogy. Là, il fait un hommage à Rush, puis lui, particulièrement à Neil Peart. Là. Dans le fond, lui, il a ton snare actuellement, là, c'est ça? C'est plus sa blonde qui est dans le multimédia, je sais pas trop, là. Raconte ça. Oui, ben dans le fond, c'est ça, c'est Éric Jacques, OK? Toute part d'Éric Jacques que tu connais, là, c'est un contact que je parlais au début, là, exact. Un gars super généreux, hein, tu sais, qui donne... Puis que lui, c'est un tripeux de Rush aussi. Solide, oui, tout à fait. Puis il a travaillé dur sur le studio Moronites, puis en tout cas, il y a eu des bouts de plancher, de la parqueterie et tout. Puis c'est son projet, hein? Tu sais, moi, j'ai été approché. Mais au début, il voulait que je le fasse avec des bouts de beam. OK. Puis là, c'était des bouts de pruche. T'as bien plein de clous là-dedans. J'ai essayé de faire de quoi. À un moment donné, j'ai dit non, c'est pas ça. Je veux, moi, c'est les bouts de latte. Ça m'a t'en faire un. Fait que... Il est retourné là-bas, puis de toute façon, il va là souvent. Il me l'a redonné. Ouais, mais il les avait. Là, c'était comme son partner, Richard Baxter, qui avait les affaires. Fait que là, il m'a amené ça. On a fait
Là, j'ai fait le drum et tout. Puis là, Eric, lui, tu sais, le snare, là, il était nous deux. Okay. Ça, on a dit, on le garde tu le vends pas, là. On le garde non, on le vend pas. Tu sais, sinon, pas, c'est à vous autres. On le vend si on a une offre. Tu comprends? Oui, une offre qu'on ne peut pas refuser. Exact. Ça pourrait. Mais, tu sais, lui, il avait payé le matériel, il a amené les lattes, tu sais, toute la quincaillerie qui va là-dessus. Puis moi, j'avais mis mon temps là-dessus. Fait que on l'en garde partagé. Eric travaille ses bateaux. Fait que, tu sais, des fois, il n'est pas là tout le temps. Des fois, il n'est pas là, exact. Fait que, anyway. Fait que, puis là, oui, lui, il a approché Pat Jean, tu sais, qui est un gros amateur de roche. C'est sûr que lui, voir ça, un drum qui est fait avec le plancher que Neil Peart. OK. J'ai fait exprès. Que Neil Peart a marché dessus, mais c'est sûr qu'on fera pas un circuit. C'est clair. Fait que, puis je pense que Eric a fait des cours aussi parce que Pat Jean, il donne des cours aussi. De technique assez avancée. Là, parce que Eric, il a un haut niveau là, quand même de drum. Ben, ça doit. Moi, je l'ai connu à ses débuts. Là. Il a commencé sur un vieux drum que mon frère avait chez nous. Le premier drum qu'Éric Jacques a acheté, c'était le vieux drum à mon frère. Là. Fait que, il était très débutant à l'époque, mais vu qu'il joue depuis tout ce temps-là, il doit torcher pas mal, Éric, aujourd'hui. Ben là, quand tu joues du Rush, là, tu sais, oui, absolument, t'es rendu bon. C'est ça. On est loin de mes tonnes des Ramones. C'est autre chose. C'est autre chose. Exact. En tout cas, fait que... Ben oui, mais là, le snare, il est à Québec, là, si je comprends. Là, c'est Pat Jean qui l'a pris parce que sa femme, ils vont faire comme un genre de vidéo, là, tu sais, avec un montage et tout, d'écrire d'où ce qui vient et tout, puis... Ouais, fait qu'Éric Jacques, Neil Peart, Mad Cat Drum, Pat Jean, tout ça, le monde fascinant des drums puis de la musique rock, moi, c'est sûr que c'est un puits sans fond d'anecdotes qu'on pourrait continuer bien longtemps, mais écoute, Paul, moi, j'arrêterai ça là. Je suis bien content de notre épisode. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. Puis, voilà, écoute, à la prochaine. Nous, on va sûrement se recroiser dans notre botte à Chambly. Absolument. Mais merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui et ta générosité de partager ça avec nous autres. Je te remercie. Merci beaucoup à toi.